Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la chaîne panafricaine internationale, le Label TV. Nous émettons depuis Libreville au Gabon. On se retrouve ce soir pour parler de l'actualité à travers le continent africain. Il est question de faire le bilan de cette actualité, de survoler les grandes lignes de l'actualité dans le volet économie, politique, sociale, société, innovation, santé, éducation. C'est une émission rétro qui nous permettra comme ça de recevoir tour à tour ici les journalistes de la rédaction de la chaîne panafricaine internationale. Et pour démarrer cette rétrospective, nous allons d'abord parler politique avec sur le plateau déjà. Bonsoir Georges Aboké. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aziz. Bonsoir Nathalie. Alors nous allons démarrer cette émission, Aziz et puis Georges Aboké, par le Soudan et l'Algérie. L'actualité a été marquée au Soudan par Omar El-Béchir, qui a été déchu. Et puis en Algérie, on a connu également une grande actualité avec le président Abdelaziz Bouteflika qui a également été déchu par la population. Et nous allons revenir sur cette actualité avec vous sur le plateau, mais nous allons regarder ensemble cet élément. L'année 2019 aura été celle des grands bouleversements, notamment au Soudan et en Algérie. Dans l'ordre, c'est Khartoum qui donnera le ton dès la fin de l'année 2018, exactement le 18 décembre. Se sentant abusé, étranglé par la cherté des produits alimentaires de base, précisément du pain, la fièvre de la contestation va s'emparer de la quasi-totalité des grandes villes du pays. Les mesures d'urgence prises par Omar El-Béchir, l'ex-président qui révoque le gouvernement, n'y feront rien. Il sera renversé le 11 avril par l'armée et placé en résidence surveillée. Les victimes ont été comptées par dizaines. Un conseil national a été mis en place pour gérer le pays pendant 3 ans. En Algérie, le Hirak, signifiant série de manifestations sporadiques en langue arabe, a été déclenché depuis le 16 février 2019. L'objectif était d'empêcher la candidature de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat. Des manifestations organisées à travers le pays les vendredis et les mardis pour les étudiants. Malade et sous pression, Abdelaziz Bouteflika sera conduit à la démission le 2 avril 2019. La contestation ne s'est pas arrêtée pour autant, mais malgré tout, la présidentielle s'est tenue le 12 décembre et Abdelmejid Tebboune a été élu dès le premier tour en tant que président de la République. Dans la foulée, plusieurs autres personnalités avaient été arrêtées et condamnées à des peines lourdes de prison. Voilà, retour sur ce plateau avec nos invités. Nous recevons Aziz Adewale Tchandi et nous recevons également sur ce plateau Georges Aboké. Alors Aziz, on vient de regarder cet élément qui nous a parlé un peu de l'actualité au Soudan avec la situation de Omar El-Béchir, l'ancien président qui a été déchu. Et le problème est parti d'un fait de société, l'augmentation du prix du pain. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'avec cette situation, le calme est revenu au Soudan? Alors, il est bon de rappeler qu'avant que la situation ne se stabilise au Soudan, eh bien, il y a eu beaucoup de sang, beaucoup de lutte entre ce qu'on a appelé le Conseil national composé de civils avant de devenir un Conseil national de transition et les militaires. Ils ont pu après de longs mois, de longues semaines de lutte, finalement se mettre d'accord. Les militaires n'ont pas totalement cédé, rendu le pouvoir aux civils, mais ils ont consenti à quelques accords, pas quelques cadeaux, mais ils ont lâché du lest. Ils ont fait en sorte que les civils aient dans cette sorte de gouvernement ou bien dans ce conseil national un poste supplémentaire donc par rapport à eux. Les militaires, je crois, se retrouvent avec 3 postes qui sont très importants, mais les civils en ont un de plus. Et ils ont mis à la tête de ce conseil un Premier ministre qui est un ancien diplomate, un diplomate de carrière, Abdallah Hamdok, qui a travaillé
aux Nations Unies et qui était à la retraite, il a été appelé pour aider son pays et pour, on l'espère, au bout de 3 ans, permettre au pays de sortir de cette phase difficile, parce que la situation de crise qu'a connue le Soudan a débouché sur un gros ralentissement de l'activité économique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Georges Aboké, que la situation au Soudan est revenue à la normale depuis la mise en place de ce Conseil national de transition? Oui, c'est une situation qui est en train de se normaliser. Il n'y a pas encore longtemps, le président Omar el-Béchir a été jugé et condamné. Et donc, progressivement, la situation se normalise. Les civils sont entrés dans le gouvernement et puis les militaires essaient de gérer tout ce qui est affaires sécuritaires et progressivement le Soudan est en train de se retrouver. Pour ma part, je trouve que la transition, la période de transition est longue. Elle est longue. Bon, certainement qu'il y a des raisons qui viennent justifier cela. Peut-être la mise en place d'institutions solides pour ne plus retomber dans les travers du passé. Et donc cela va certainement prendre un certain temps, sans oublier qu'il faut prendre en compte aussi toutes les revendications de la rue, parce que cela est venu justement d'une crise sociale, l'augmentation du prix du pain. Et donc, il est question de faire en sorte que, eh bien, au niveau social, les Soudanais soient beaucoup mieux nantis. Et donc, progressivement, cette normalisation va se faire. Mais, à mon sens, encore une fois, 3 ans, ça fait beaucoup. Mais le pays a ses raisons. Certainement, la mise en place d'institutions solides. Donc, Aziz, on peut ajouter à la suite de cela que le Conseil national de transition qui a été mis en place est approuvé par la population soudanaise, puisque depuis lors, il n'y a plus de tension, il n'y a plus de mouvement de protestation dans les rues la population était, Khartoum. Oui, la population était, entre guillemets, représentée, sinon les contestataires ont été représentés dans ce conseil de transition, sont représentés parce qu'il y a eu des pourparlers entre les différentes parties, entre les civils et les militaires. Et les civils se sont organisés et parmi eux, on a retrouvé bien sûr ceux qui ont mené la contestation qui a entraîné le renversement du général Omar el-Béchir, qui a d'ailleurs été jugé il y a moins de 10 jours et condamné à 2 ans de résidence surveillée. Il y a un autre procès qui lui pend au nez, c'est celui qui concerne les tueries enregistrées pendant les manifestations. Il lui est reproché justement d'avoir ordonné ou laissé faire les tueries qui ont émaillé ces moments de contestation au Soudan. La transition, c'est vrai qu'elle paraît longue, mais peut-être que le Soudan, qui est un pays qui a été dirigé de façon totalitaire par le général Omar el-Béchir, a besoin et toute l'armée soudanaise. Voilà, et toute l'armée soudanaise. Le Soudan a besoin de respirer. Et l'armée, bon, beaucoup pensent que l'armée a sacrifié Omar el-Béchir, parce qu'il n'est pas seul à avoir été responsable de tout ce qui s'est passé. Il a été sacrifié par les officiers de l'armée pour se protéger. C'est ce que beaucoup ont pensé, parce que sinon, tous les responsables, les hauts responsables militaires, en principe, sont également des personnes potentiellement à retrouver devant les tribunaux pour les responsabilités partagées dans tout ce que Omar el-Béchir a fait à la tête du Soudan. Alors, Georges Aboké, pensez-vous que la condamnation de Omar el-Béchir à résidence surveillée, voilà, pendant 2 ans, est-ce que c'est une solution? Est-ce que cela permettra de ramener totalement la paix? Mais en termes de perspective, qu'est-ce que ça va donner au terme de ces 2 années? Qu'est-ce qu'on aura comme situation au Soudan? Alors, les Soudanais ont besoin de mesures fortes. Et donc, la condamnation de Omar el-Béchir, qui a dirigé le pays pendant longtemps, de façon unilatérale, eh bien,
je crois, est une satisfaction. En plus, ce n'est pas terminé. Il y a d'autres chefs d'accusation et donc Omar el-Béchir mis de côté. Bon, l'on pense que la vie va se normaliser. Et donc, mais l'économie s'est retrouvée mise à mal. Elle était déjà en difficulté sous Omar el-Béchir, mais avec la crise et tout cela, elle est mise à mal. Il y a des apports d'institutions internationales, il y a des apports de certains pays pour faire en sorte que, eh bien, le pays, le Soudan, reparte beaucoup plus vite. Et donc, l'on espère que ces décisions prises ici et là, ces procès concernant Omar el-Béchir vont donner satisfaction à la rue, justement, qui avait exprimé son ras-le-bol, qui avait vomi son président à un certain moment donné. Et toujours dans cet élément que nous avons regardé, Georges Abokey, on a vu la situation en Algérie, une situation qui a cristallisé également l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois, à travers le continent africain. Et au terme de cette grande manifestation populaire, on a vu cette élection présidentielle et aujourd'hui l'Algérie a un nouveau président. D'abord revenir sur le contexte qui a amené à cette élection aujourd'hui. Alors, les choses sont pratiquement similaires. Au Soudan comme en Algérie, les populations ont décidé de prendre leurs responsabilités. Au Soudan, c'était le ras-le-bol, la population qui avait du mal à survivre et qui subissait justement le diktat d'un président et de son clan. Et c'était pratiquement la même chose en Algérie. Oui. Un président malade qui veut remettre le couvert, qui veut se présenter pour un mandat. La jeunesse a dit non. La jeunesse est descendue dans la rue. Mais concernant l'Algérie, ce n'est pas terminé. Il y a une actualité qui vient de tomber. Il y a le général Gaïd Salah, voilà, qui vient de décéder. Il a conduit la période de transition. Il a fini sa mission. Le nouveau président a été installé. Oui. Et bon, comme pour dire j'ai fini ma mission, bon, ben, il s'en est allé. Mais la situation en Algérie est loin d'être complètement, j'allais dire, apaisée, puisque la rue est encore dehors. Alors Aziz, il y a eu l'élection de ce nouveau président, Abdelmejid Tebboune, qui est donc le nouveau président élu, mais un président qui est déjà contesté avant même sa prise de fonction. En fait, la rue est restée fidèle, enfin ce qu'on appelle la rue. Disons les manifestants, ou bien le Hirak. Le Hirak qui signifie en langue arabe série de manifestations sporadiques. Donc le mouvement a continué à contester les tenants du pouvoir, dont le défunt général Ahmed Gaïd Salah, qui était perçu comme, sinon vu comme le véritable leader de l'Algérie actuellement, le véritable homme fort, oui, qui avait les leviers du pouvoir et qui était derrière justement la position radicale qu'on a vu l'armée afficher. Maintenant, le général Ahmed Gaïd Salah est décédé ce lundi. La présidence de la République d'Algérie a annoncé son décès à la suite d'un arrêt cardiaque. Ouais. Bon, le pays observe le deuil. En même temps, il y a une forme de malaise qui touche le pouvoir parce que c'était un homme central. Il avait été un homme lige du président Abdelaziz Bouteflika et par la suite, lorsqu'il a vu que la pression autour du président Abdelaziz Bouteflika était de plus en plus forte, il a choisi de le pousser à la sortie. Donc la pression a fait, parce qu'il avait appelé officiellement le président Bouteflika à démissionner, la pression a fait que le président démissionne et que finalement il devienne le véritable patron du pays en tant que chef d'état-major de l'armée. Ouais. Maintenant, le mouvement, oui, il ne s'est pas arrêté, mais est-ce qu'il va pouvoir tenir encore longtemps? On verra bien. Le nouveau président a appelé les contestataires à
à la table des négociations, à venir discuter pour oui. l'intérêt du pays. Il a fait un discours d'investiture qui a été perçu comme un discours rassembleur. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais ça m'étonnerait que ce mouvement continue avec la même vigueur. Il va s'essouffler naturellement. Mais qu'est-ce qu'on reproche justement à ce nouveau président, Aziz? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il lui est reproché d'être un ancien du régime. Un ancien du régime. C'est un homme d'à peu près 76 ans, si je ne m'abuse. C'est un ancien. Il avait été un ancien premier ministre du président Abdelaziz Bouteflika, de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, tout comme le général Gaïd Salah qui est décédé à 79 ans. Les Algériens pensent qu'il faudrait à la tête de leur pays désormais des dirigeants plus frais, plus jeunes, parce qu'après ils sont atteints par les limites, par des limites physiques naturelles hein, liées au poids de l'âge et justement après ça complique les choses. C'est ce qu'on a vu avec le président Bouteflika qui a été obligé de démissionner parce que la rue n'en voulait plus et que son clan voulait le maintenir au pouvoir. Voilà, nous poursuivons et cette fois-ci, Georges Aboké, nous allons décrocher du côté de Yaoundé au Cameroun avec Carole, si elle est en ligne. Carole, bonsoir. Allô, Carole? Oui, allô. Bonsoir Carole. Voilà, nous venons à Yaoundé pour parler de l'actualité politique qui a focalisé l'attention tout au long de cette année 2019. Et déjà, vous nous parliez de ce grand dialogue national. Vous nous parliez également des retombées ou encore des résolutions issues de ce grand dialogue national. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'actualité politique au Cameroun? On peut retenir une seule chose, parce que tout a tourné autour, c'est l'artiste anglophone qui a donné naissance à l'annonce en septembre dernier de la tenue d'un dialogue, un grand dialogue national qui devait inclure toutes les parties prenantes de la société camerounaise, à l'interne et à l'externe. Dans ce grand dialogue national a accusé de plusieurs résolutions, 12 principales, et parmi les 12, il y avait donc l'octroi d'un statut spécial à certaines régions du Cameroun, notamment les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont les deux régions anglophones du Cameroun. Alors, Carole, vous êtes toujours en ligne? Oui. Oui, vous avez parlé d'un statut spécial pour les régions anglophones, les régions qui sont en crise depuis quelques années. Qu'est-ce que ça augure en termes de positivité, en termes d'évolution même de la situation au nord-ouest et au sud-ouest de la zone anglophone? Il faut déjà vous dire que pendant le grand dialogue national, il y avait 3 catégories de personnes qui étaient réunies pour parler de la situation critique, sociopolitique critique au Cameroun. Il y avait d'une part ceux qui étaient pour le fédéralisme, pour un Cameroun, la revision de l'État du Cameroun, pour que le Cameroun redevienne l'État fédéral des années 70 ou 60-70. Une deuxième catégorie qui souhaitait, d'ailleurs c'est là où il souhaitait une séparation complète des deux Camerouns, le Cameroun anglophone d'une part et le Cameroun francophone d'autre part, c'est-à-dire la séparation et l'indépendance des deux régions du Cameroun. On les appelle les séparatistes et sécessionnistes. Il y a une catégorie qui participe à l'international et l'unité nationale du Cameroun, que le Cameroun reste indivisible. Le discours qu'a d'ailleurs tenu depuis en novembre 2016 le président de la République Paul Biya. Donc il en vient donc comme on va dire le pot pourri qui sort donc de cette grande conférence nationale sur la situation sociopolitique au Cameroun, qu'il devrait être octroyé un statut spécial. Ceux qui ont fait cette proposition n'ont pas défini ce que c'était qu'un statut spécial.
on en a conclu qu'il s'agit en fait de la décentralisation prévue par la Constitution de l'État du Cameroun, la Constitution de 1996 qui a été revisitée en 2004. Donc, la décentralisation qui veut dire que toutes les régions du Cameroun devraient donc avoir une certaine autonomie dans la gestion des choses politiques, la gestion de la cité, et spécifiquement pour le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont les deux régions anglophones. C'est pour cela qu'on a parlé des statuts spéciaux. Spécifiquement pour ces deux-là, parce que ils ont une autre langue, ils ont une autre culture, ils ont d'autres spécificités, ils ont un autre code de pénal, un code de procédure pénale qui n'est pas le même que dans le Cameroun francophone, qu'on appelle common law. Donc, ils devaient donc avoir cette autonomie-là de régler leurs problèmes entre eux, mais de demeurer dans l'État du Cameroun et de respecter la Constitution et l'État du Cameroun, les lois de l'État du Cameroun. Donc, c'est ça ce statut spécial. Les anglophones devaient donc rester anglophones et ne pas subir des cours en français obligatoires, comme cela était déjà le cas depuis quelques années. Ils devaient donc rester anglophones, et que dans les tribunaux des deux régions anglophones du pays, on ne parle qu'anglais, que les juges, les avocats et tout le reste ne parlent que la langue anglaise, parce que c'était pas le cas. On était en zone anglophone, mais les procès se déroulaient dans la langue du juge d'instruction. Ouais. C'est-à-dire, si les francophones, ça se passait en français. Donc, c'est ça que les anglophones ont dit, stop. Le statut spécial, c'est donc que maintenant prestés dans les tribunaux anglophones parleront uniquement en anglais et respecteront le code pénal anglophone qui est le common law. Le français ne sera plus obligatoire dans les zones anglophones et quand on parle de collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire il y a des maires de ville, il y a il devait avoir des élections régionales l'année prochaine, mais on n'en est pas encore là. Pourtant, il devrait avoir des régionaux élus par les locaux qui devaient acter comme des gouverneurs de régions qu'on a aujourd'hui. Qui devaient donc gérer avec leurs finances les ressources de leur sous-sol, les ressources de leurs impôts à eux, et une partie devait donc être reversée à l'État, mais ils devaient garder la majeure partie pour gérer les problèmes de la cité. Donc voilà un peu ce qui veut dire, ce qu'on a essayé de décortiquer par statut spécial que les intellectuels ou les universités ont essayé de décortiquer comme statut spécial des régions anglophones nord-ouest et sud-ouest. Maintenant, est-ce que ça a apporté une solution à la crise anglophone? Depuis qu'on en parle, on a l'impression que cette résolution a accouché d'une souris, parce que pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu des tueries, il y a eu 2 militaires assassinés il y a à peu près 3 semaines sur place dans le sud-ouest. À Bamenda, il y a toujours des tueries, les élèves ne vont toujours pas à l'école, les familles sont menacées, les familles qui aimeraient envoyer leurs enfants à l'école sont menacées. La semaine dernière, le domicile d'une haute personnalité de la République a été brûlé, incendié par les séparatistes anglophones. Donc, à se demander si on est déjà sorti de l'auberge ou pas. Alors, Carole, face à ce nouveau rebondissement avec ces nouvelles tueries dans les zones de Boya et de Bamenda, comme vous nous le dites, quelles sont les dispositions prises par les autorités? Là, on a l'impression qu'on est dans une sorte de statu quo. Dieu aidant, il y a les élections locales, c'est-à-dire municipales et législatives pour les conseils municipaux et les députés l'année prochaine en février 2020. Ça tue un peu l'actualité sur la crise anglophone. Ça distrait un tout petit peu les gens. Mais on continue à se demander, la crise anglophone est toujours présente, on continue à se demander comment est-ce que les candidats à ces élections, qui sont candidats dans les postes du nord-ouest et du sud-ouest, comme députés nord-ouest ou conseillers municipaux sud-ouest, comment est-ce qu'ils vont battre campagne sur le terrain si déjà certains villages sont vidés de leur population? Comment est-ce qu'ils vont battre campagne sur le terrain alors que certains villages sont occupés par les séparatistes armés, des groupes armés? Comment est-ce qu'ils vont battre campagne sur le terrain quand les populations sont en train de leur dire on ne veut plus du Cameroun, foutez le camp, nous on veut être indépendants. Donc on se demande comment tout cela va se passer. Bref,
on n'est pas sorti de l'auberge, hein, en fait. À l'heure actuelle, c'est d'essayer de trouver encore d'autres mesures, d'autres amendements à apporter à cette loi sur les collectivités territoriales qui a été récemment votée et adoptée à l'Assemblée nationale. Donc on ne sait pas où on en est. L'actualité pour l'instant, ce sont les élections locales qui arrivent en février 2020. Et sur ce plateau, Georges Aboké avec Aziz Adewale Tchandi, nous allons poursuivre avec cette grande information, cette actualité en provenance du Cameroun. On a parlé de la situation de crise dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, malgré ce statut spécial accordé à ces deux régions en crise depuis quelques années. On constate que la situation reste pratiquement la même, Georges. Alors, cela veut dire que le dialogue national qui a été annoncé n'a pas encore porté ses fruits. Peut-être fallait-il penser à organiser d'abord un dialogue avec les ressortissants des zones sud-ouest et nord-ouest, et puis ensuite aller à un dialogue national, donc procéder par étapes. Mais bon, l'on est allé directement au dialogue national. J'ai envie de dire, il faut entendre les revendications des séparatistes et puis aller discuter et puis couper peut-être la poire en deux. Et moi j'ai une question, pourquoi l'on refuse, l'on rejette du revers de la main la fédération qui est proposée là-bas au Cameroun? Il y a certainement des raisons et on a besoin de les savoir. Certainement dans les semaines qui arrivent, on le saura. Mais en tous les cas, Aziz, cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest pénalise beaucoup de familles. On a parlé des enfants qui ont du mal aujourd'hui à être scolarisés. Absolument. Les enfants payent un lourd tribut parce que les séparatistes extrémistes considèrent certainement que si les enfants continuent d'aller à l'école, eh bien, il y aura un semblant de normalité qui ne va pas servir leur cause. Parce que, bon, parmi eux, il y en a qui sont des radicaux et qui veulent arriver à la séparation avec l'autre partie du Cameroun. Est-ce que ça va forcément être la solution aux problèmes qui se posent? Je crois que là aussi, les opinions sont partagées, mais le gouvernement camerounais, en essayant d'ouvrir les négociations, a, je pense, abordé certains problèmes, mais peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. On pensait que le statut spécial qui a été accordé par le président Paul Biya allait apaiser les tensions, mais là aussi, on a le sentiment qu'il y a un manque de confiance. Les séparatistes ne semblent pas faire confiance aux autorités de Yaoundé. Nous poursuivons avec le volet politique et cette fois-ci, Georges Aboké, avec vous, on va aborder l'autre aspect de la grande actualité de 2019. Il s'agit de la situation du président déchu, Laurent Gbagbo, mais également de la situation de Abiy Ahmed, le prix Nobel 2019, prix Nobel de la paix. Nous allons d'abord regarder cet élément de la CPI. Le 15 janvier 2019, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé sont acquittés par la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas. Poursuivis pour crimes contre l'humanité et détenus depuis près de 7 ans au centre pénitentiaire de Scheveningen, ils ne peuvent pour autant recouvrer la liberté. À une courte majorité de 3 juges contre 2, la chambre d'appel de la CPI, invoquant des raisons exceptionnelles, a jugé nécessaire le maintien en détention des intéressés qui ont été assignés à résidence. L'ancien président ivoirien ne peut pas quitter Bruxelles, où il réside désormais, jusqu'à ce que soit tranché l'appel déposé par la procureure Fatou Bensouda. Mais mi-octobre, Emmanuel Altit, son avocat, avait déposé une requête demandant au juge de lever les conditions qui lui sont imposées. Dans sa requête, Emmanuel Altit accusait aussi la Cour de violer les droits de Laurent Gbagbo. L'avocat reprochait notamment au juge d'empêcher l'ex-chef d'État de participer à la vie politique de son pays
Au premier chef, la campagne en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2020. La procureure Fatou Bensouda affirmait que l'ancien président pourrait prendre la fuite alors que l'appel n'est pas encore tranché. La procureure espère des juges qu'ils annulent l'acquittement et prononcent à la place le non-lieu. Dans le même temps, les avocats de la Côte d'Ivoire, Jean-Paul Benoît et Jean-Pierre Mignard, se sont opposés à une libération pleine et entière de l'ex-chef d'État et ont demandé à être entendus par les juges. N'empêche, les avocats de Laurent Gbagbo continuent de réclamer la levée des conditions imposées à leurs clients. Mais leur demande ne sera pas tranchée avant le 6 février 2020, date de la prochaine audience à laquelle les avocats de la Côte d'Ivoire participeront. En attendant, Laurent Gbagbo ne peut quitter Bruxelles où il réside. Pour décortiquer cette actualité de la Côte d'Ivoire, Georges Apoké est là. Dans cet élément que nous avons regardé, un élément signé Aziz Aliwale, il s'agit de la situation de Laurent Gbagbo. Alors, le président Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, accusés de toutes sortes de crimes, eh bien, ont été blanchis par la CPI, la Cour pénale internationale. Leur acquittement a été prononcé. Et puis, coup de théâtre, la procureure Fatou Bensouda a exigé qu'un certain nombre de procédures soient mises en œuvre et que les concernés soient assignés. Et donc, c'est une situation qui est assez inédite, des accusés qui sont acquittés, mais qui ne sont pas libres. Bon, ça fait un peu bizarre. Mais toujours est-il que c'est une situation que l'on suit de très près d'un peu partout, de tous les pays d'Afrique et même du monde, parce que c'est une affaire qui fait grand bruit et qui met en cause la crédibilité de la CPI, la Cour pénale internationale, pour laquelle, par exemple, des pays comme les États-Unis ont dit qu'ils ne veulent pas du tout entendre parler. Donc, la Cour joue son crédit et l'on attend. Il y a une date qui a été annoncée, le 6 février. On verra bien ce qui va être dit. Le 6 février, c'est une date pour la libération totale de l'ex-président Laurent Gbagbo. Alors, le 6 février, il y aura une audience et c'est à l'issue de cette audience que l'on verra. Va-t-on aller vers l'acquittement? Parce que c'est une situation assez complexe. Ils sont acquittés, ils devraient être libérés, mais ils sont encore assignés à résidence. Donc, est-ce qu'ils vont être libérés totalement? Eh bien, la question est posée à cette audience. On verra bien qu'est-ce qui va se passer, puisque, en plus, l'État de Côte d'Ivoire demande que les choses soient revues. Et donc, c'est une sorte d'imbroglio dans lequel l'on se trouve en ce moment. Et pendant ce temps, l'actualité évolue également. C'est en 2020 la tenue des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Les élections, c'est pour octobre 2020. On a l'impression que l'on veut empêcher le président Laurent Gbagbo de prendre part à cette élection. En tout cas, c'est une impression. Et cette impression se confirme par un certain nombre d'actes qui sont posés par le pouvoir en place. On sait par exemple que depuis ce lundi 23 décembre 2019, l'ex-président de l'Assemblée nationale, celui qui a revendiqué la rébellion qu'il a portée, Guillaume Soro, eh bien, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Donc, pour le moment, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire, mais bon, s'il entre, forcément, il va se faire arrêter. Donc, là également, lui, il avait annoncé qu'il était candidat. Donc, il y a un blocus qui s'interpose en face de lui. Il ne restait plus que ceux qui sont sur place, notamment le président Henri Konan Bédié, M. Mamadou Koulibaly. Voici des personnalités qui sont encore en place, mais le président Alassane Dramane Ouattara a lancé une menace il y a quelques semaines. Il a dit, si les anciens sont candidats, il est candidat. Alors on a l'impression que c'est une affaire de génération. Ce n'est pas une affaire de génération. Il faut apprendre à respecter tout simplement les textes qui sont en vigueur. Aziz, peut-être un mot sur cette situation de crise en Côte d'Ivoire, qui n'est pas en crise, mais peut-être un mot sur la situation de Laurent Gbagbo. Bon, écoutez, c'est une crise qui couve sous la cendre. De toute façon, la situation commence à devenir tendue, parce que le mandat d'arrêt que Georges évoquait, le mandat d'arrêt qui a été émis contre
l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, va peut-être empirer, hein, ouvrir ouais. une nouvelle ère dans cette crise latente dont on parle. C'est bien dommage et nous souhaitons aux Ivoiriens de bonnes fêtes de fin d'année. Et avant de nous séparer par rapport à cette rubrique, Abiy Ahmed, ça a été le prix Nobel de la paix 2019. On regarde l'élément et on se retrouve juste derrière. The Nobel Peace Prize laureate of 2019 to come forward and give his Nobel lecture. Prime Minister. Abiy Ahmed, le réformateur. Il est issu d'un milieu social très modeste et a même été un enfant soldat engagé dans une lutte armée contre le régime du dictateur Mengistu Haïlé Mariam. Abiy Ahmed glisse progressivement en politique et intègre la coalition au pouvoir, à savoir le PRDF, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. Fin 2015, un mouvement populaire de protestation anti-gouvernementale prend de l'ampleur au sein des deux principales communautés du pays, les Oromo, dont est issu Abiy Ahmed, et les Amhara. Le mouvement, bien que violemment réprimé, finit par emporter le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn, symbole d'une coalition incapable d'apporter des réponses aux aspirations de la jeunesse. Aux abois, le PRDF, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, désigne Abiy Ahmed pour sauver la situation, faisant de lui le premier Oromo à occuper le poste de Premier ministre. 6 mois à peine après son investiture, Abiy Ahmed fait la paix avec son voisin érythréen, fait relâcher des milliers de dissidents, s'excuse publiquement des violences des forces de sécurité et accueille à bras ouverts les membres de groupes exilés qualifiés de terroristes par ses prédécesseurs. Le gouvernement qu'il met en place comporte juste 22 membres, y compris lui-même et avec 10 femmes. Le Premier ministre Abiy Ahmed estime qu'un cabinet paritaire est une victoire historique pour les femmes qui sont moins corrompues que les hommes et qui peuvent contribuer à restaurer la paix et la stabilité. Le nouveau gouvernement est également plus diversifié sur les plans ethniques et politiques, quelques 80 ethnies et des formations politiques diverses y étant représentées. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a aussi nommé jeudi 22 novembre 2018 l'ancienne juge et opposante Birtukan Mideksa à la tête de la NEBE, National Electoral Board of Ethiopia, la commission électorale qui se chargera d'organiser les élections générales de 2020, les premières de l'ère Abiy Ahmed qui a promis un scrutin crédible et libre. C'est un symbole politique fort envoyé en direction de l'opposition. Nous l'avons nommé pour sa connaissance de la Constitution et des lois du pays. Elle a ses opinions, comme tout le monde, mais nous pensons qu'elle agira selon la Constitution, a expliqué Abiy Ahmed devant le Parlement. Abiy Ahmed concrétise ainsi sa promesse de faciliter les réformes électorales et témoigne de la volonté politique de renforcer une commission indépendante en vue des élections de 2020. Père de réformes susceptibles de transformer en profondeur son pays, longtemps livré à l'autoritarisme, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est l'artisan d'une réconciliation spectaculaire avec l'Érythrée, l'ex-frère ennemi. Le plus jeune dirigeant d'Afrique fait encore face à une inquiétante flambée de violence intercommunautaire dans son pays. À l'annonce de sa distinction, le lauréat Abiy Ahmed a réagi en déclarant que c'est une excellente nouvelle pour l'Afrique de l'Est, un endroit où la paix est une marchandise très coûteuse. Il a ajouté qu'il est sûr que cela donnera l'énergie nécessaire pour réaliser la paix dans la région. Abiy Ahmed a reçu le prix Nobel de la paix mardi 10 décembre 2019 à Oslo, en Norvège. Alors, Georges Aboké, le prix Nobel de la paix, Aziz Adewale, c'est le prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, qui fait la fierté du continent africain. Oui, la fierté du continent africain, la fierté de l'Éthiopie d'abord, parce que son combat, il est mené pour la réconciliation des Éthiopiens. Il faut juste espérer que ce prix Nobel de la paix lui porte chance, hein, et que les choses se passent mieux, parce que depuis, il y a une recrudescence des problèmes, des problèmes ethniques dans le pays. Alors, Georges Aboké, pour être tout à fait complet sur ce dossier, le jour même de la remise de ce prix-là à Oslo, on parle de tensions, de vives tensions dans son pays. Oui, l'Éthiopie est
pays particulier avec un certain nombre d'ethnies, des ethnies qui sont en conflit entre elles et qui se battent pour le pouvoir. Et nous pensons que ce prix Nobel de la paix est un encouragement un encouragement adressé à Abiy Ahmed pour lui donner suffisamment de force pour pacifier son pays, mais aussi pour contribuer à pacifier la région d'Afrique de l'Est. Et nous souhaitons que son cas se répande à travers l'Afrique, que des jeunes viennent au pouvoir et que ces jeunes-là fassent preuve d'un leadership comme celui d'Abiy Ahmed. Ajouter 30 secondes, Tali, que lorsqu'il a reçu son prix à Oslo, il n'a pas donné de conférence de presse et ça a provoqué un tollé parce que les journalistes là-bas auraient aimé l'entendre. Mais bon. Ce sera pour une prochaine fois. De toute façon, l'actualité en 2019 n'a pas été que politique. Il y a eu également économie, société, culture. Mais tout de suite, nous allons poursuivre avec le volet économie. La ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, est un projet en cours de création sur l'ensemble du continent africain. L'objectif du projet est d'intégrer à terme l'ensemble des 55 États de l'Union africaine au sein de la zone de libre-échange par l'élimination entre eux des droits de douane ainsi que des restrictions quantitatives à l'importation. Une première phase symbolique a été lancée dimanche 7 juillet 2019 lors du sommet de l'Union africaine à Niamey au Niger. Cet accord se fonde sur l'importance d'une grande intégration commerciale et des avantages qui en découleraient, mais accorde également une importance tout aussi grande à l'égalité, la justice et l'équité, notamment lorsque les engagements en faveur de la libéralisation portent préjudice à ces valeurs. La ZLECAf constituera à terme le plus grand marché commun du monde avec déjà 1,2 milliard de consommateurs. Un défi colossal qui mettra aux prises les gouvernements africains qui ont jusqu'ici travaillé à une échelle territoriale limitée. L'innovation majeure réside dans la levée des droits de douane qui va concerner une zone continentale immense s'étendant d'Alger au Cap et de Dakar à Djibouti. Il existe déjà 8 zones de libre-échange interrégionales. Sécurité, transport, définition du Made in Africa, la ZLECAf permettra à terme d'organiser le libre-échange à l'échelle du continent africain pour au moins 90% des produits. Les dirigeants africains se sont donné 1 an pour concrétiser cette union économique singulière avec une naissance prévue pour le 1er juillet 2020. Tout reste donc à faire. Georges Aboké, vous nous parlez de la mise en place de la zone de libre-échange économique continentale. C'était en 2019, mais aujourd'hui, quelles sont donc les suites de cette zone de libre-échange? Alors, il faut dire que c'est un processus qui est engagé. Tout a commencé en 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, bientôt 2020. Cela veut dire qu'il y a du chemin qui a été déjà parcouru pour faire en sorte que l'accord soit ratifié, ce qui est fait. En 2020, cette ZLECAf va véritablement naître et il y a tout un travail colossal qui va être abattu parce qu'il faut aller à une sorte de convergence, mettre toutes les économies au même niveau, accorder tous les violons dans tous les pays et ce ne sera pas un travail qui va se faire en quelques semaines ni en quelques mois. Donc c'est un travail de longue haleine, certes, qui va aboutir à cette zone de libre-échange continentale africaine, mais la chose est lancée et il faudra que les Africains, les dirigeants africains, mettent beaucoup de leur force dans cette affaire afin que cette ZLECAf, beaucoup plus rapidement que prévu, se retrouve fonctionnelle. Alors, est-ce que cette mise en place de la ZLECAf va apporter un plus dans les économies africaines, Aziz ? Absolument. Les économies qui sont les plus fortes sont celles qui sont dynamiques. Et pour que le continent africain rattrape son retard avec l'Europe et les autres parties du monde, il va falloir justement mutualiser les efforts et être capable déjà de faire en sorte que les échanges entre pays africains soient plus importants. Une réalité.
Alors justement, il faut en que... fonction des sous-régions. Alors ces échanges, il doit y avoir des produits qui vont être échangés. C'est là que les économies doivent se mettre à niveau. Il faut créer, il faut fabriquer. Il faut produire également. Il faut produire, il faut monter des industries. Et c'est là que c'est un challenge pour les pays africains. Sinon, eh bien, les pays africains vont continuer d'être envahis par les multinationales qui arrivent d'Occident. Voilà, nous poursuivons avec cette rubrique économie et nous allons parler du sommet Russie-Afrique. C'est également un sommet qui a focalisé l'attention en 2019. La première édition du sommet Russie-Afrique a été coprésidée par le président russe Vladimir Poutine et son homologue égyptien, le président Abdel Fattah al-Sisi, également président en exercice de l'Union africaine. Devant plus de 40 chefs d'État africains et des milliers de participants, Vladimir Poutine a réaffirmé la nécessité d'intensifier le volume des échanges entre la Russie et l'Afrique. Au cours des 5 dernières années, ces échanges ont certes presque doublé pour dépasser 20 milliards de dollars, mais ils restent encore trop faibles vu le grand potentiel de croissance de l'Afrique. Et puis, 20 milliards de dollars, c'est bien moins qu'à l'époque soviétique, où l'influence russe se propageait dans tout le continent par son soutien aux luttes pour la décolonisation. Par exemple, dès 1961, le Mali devait ses premières unités à la Russie, celles qui ont permis la création de sociétés et d'entreprises d'État. Au-delà des traditionnelles commandes militaires, le Mali, comme bien d'autres pays africains, compte aujourd'hui sur l'expertise russe pour développer d'autres domaines comme l'extraction de l'or, l'agro-industriel et la construction de bonnes infrastructures routières pour relier plusieurs pays dans la sous-région et augmenter les opportunités d'exportation. Bien entendu, Moscou a aussi besoin de l'Afrique. Dans cette optique, la Russie devrait se positionner en partenaire d'affaires en soutenant une coopération équitable qui donne la possibilité de trouver de nouvelles technologies et de les partager pour croître ensemble. L'instauration de nouveaux partenariats devient nécessaire dans des domaines aussi variés que les hydrocarbures, la santé publique ou encore les transports. Et puis, Vladimir Poutine n'a tout de même pas manqué d'insister sur sa volonté de renforcer la stabilité sécuritaire sur le continent. Le premier sommet Russie-Afrique se présente finalement comme un nouveau signe de coopération dans tous les domaines entre la Russie et les pays africains. Tous les 3 ans, ces assises vont se renouveler, tantôt en Afrique, tantôt en Russie. Alors Georges Aboké, Aziz, on vient de regarder cet élément, la Russie qui renforce sa coopération économique avec les États africains. C'était lors de ce sommet de Sochi. Voilà, c'était en Russie. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette nouvelle coopération? Écoutez, la Russie veut prendre sa part sur le continent. On veut avoir de meilleurs rapports avec les pays africains et puis briser le monopole, par exemple, de la France et des Occidentaux et de la Chine. Pour les pays francophones, c'est le monopole de la France dans les anciennes colonies. La Chine a déjà énormément de parts de marché et désormais la Russie veut aussi investir en Afrique et pourquoi pas se faire un trésor comme les autres. Georges Aboké, la Chine, la Russie qui veut investir également en Afrique, c'est comme si les Africains eux-mêmes ne pouvaient pas investir chez eux. Alors, justement, ce sont les investissements, ce sont les fonds qui manquent. Les ressources naturelles sont disponibles, le potentiel est là. Mais ce sont les fonds qui manquent et justement l'Afrique a besoin de partenariats. Et la Russie l'a bien compris et la Russie a décidé justement de faire en sorte que les relations commerciales qui existent entre elle et l'Afrique s'intensifient parce qu'au départ c'était surtout des relations politiques et militaires. Mais maintenant la Russie a envie de faire en sorte que le domaine économique intègre justement ces relations. Et surtout en Afrique on parle beaucoup de problèmes de sécurité, de terrorisme, et je crois que les bonnes réponses peuvent peut-être venir de la Russie. Alors, Georges Aboké, c'est l'occasion également de parler du franc CFA. C'est une actualité qui fait couler encre et salive en Afrique. Déjà, avant de regarder l'élément, où en est-on avec cette situation du franc CFA? Les pays francophones qui veulent sortir du franc CFA, où en est-on?
Alors, il faut dire que concernant le franc CFA, la pression est forte. La pression des Africains, elle est forte et le silence des dirigeants africains est également un peu trop fort. Quand vous dites silence, ça veut dire quoi? Le silence, c'est-à-dire que les dirigeants africains ont du mal à se prononcer sur le franc CFA. Le seul qui prend la parole de façon claire et nette et qui dit qu'il est pour le franc CFA, c'est le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Il le dit de façon claire et nette. Seulement que les autres, soit ils sont silencieux, soit ils sont hésitants, ou bien ils sont timides. Une chose est claire, c'est que les réformes tant attendues ont été annoncées, mais cela ne semble ne pas satisfaire les uns et les autres. Est-ce que ces pays de l'espace francophone sont prêts à recevoir une nouvelle monnaie? Je pense que les problèmes d'intégration sont des problèmes réels, c'est-à-dire aujourd'hui, un seul pays a du mal à se développer tout seul. Par contre, le faire dans le cadre d'une région, eh bien, tout le monde l'a compris. L'Afrique dispose d'environ 6 grandes régions et ces régions-là sont en train de faire en sorte de se retrouver après au niveau continental, mais au niveau régional, tout n'est pas encore bouclé, notamment cette question de monnaie en Afrique occidentale. Mais il faut qu'on parle de ce franc CFA également en Afrique centrale, parce que l'Afrique centrale est également concernée, mais pour le moment, il y a une sorte de silence autour de cela. Il y a quelques présidents de cette région qui disent un mot, mais... les pays de l'espace francophone ont intérêt à sortir de cette monnaie. Ça va être la question est posée, la réforme est annoncée, donc le franc CFA est une monnaie qui pose problème. Alors certainement que pour régler le problème, mais aussi pour aller à à une intégration plus grande, l'on doit sortir du franc CFA pour aller à une autre monnaie qui toucherait l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et on parle de l'éco. De l'éco. Voilà. Jamais monnaie n'a suscité autant de débats passionnés que le franc CFA en 2019, divisant de façon radicale l'opinion en pro et anti-franc CFA. D'un côté, le franc CFA est considéré comme le symbole de la domination de la France sur de nombreux pays africains et la raison principale de l'état de sous-développement chronique de ces pays. De l'autre, les défenseurs acharnés du franc CFA qui soutiennent qu'il s'agit d'un instrument de stabilité économique et d'intégration régionale. Sur le franc CFA, 3 changements majeurs viennent d'être annoncés. Le changement de nom, l'arrêt de la centralisation de 50% des réserves au Trésor français et le retrait de la France des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente. Pourtant, quelques semaines auparavant, le président ivoirien avait affirmé mordicus que le franc CFA était presque parfait et que nulle part la France n'avait quoi que ce soit à voir dans son fonctionnement. De l'aveu du président français, ces changements ont été obtenus sous la pression des opinions africaines, notamment de la jeunesse. Loin d'apaiser les sentiments vis-à-vis du franc CFA, les réformes annoncées par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ce samedi 21 décembre n'ont fait que déclencher un flot d'interrogations pour l'heure sans réponse. Pourquoi le franc CFA doit-il être remplacé par l'ECO, qui a été lui annoncé comme monnaie de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et non comme monnaie des pays appartenant à l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine? Quelles sont les positions des pays de poids que sont le Nigeria et le Ghana? L'ECO sera-t-il arrimé à l'euro? Si oui, la garantie de convertibilité sera-t-elle toujours assurée par la France? Macron et Ouattara ont-ils décidé de piéger toute l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi les réformes ne touchent-elles pas la zone CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale? En attendant les dispensables clarifications, les décisions annoncées par Macron et Ouattara créent une grande confusion qui risque d'affecter l'organisation interne et externe des économies d'Afrique de l'Ouest avec des répercussions en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, la première partie de cette émission est donc terminée. Dans la seconde partie, nous allons recevoir Marie-Paul Redombina qui va aborder l'aspect santé, société et puis éducation. Moi, je vous retrouve juste derrière sur le plateau de Marie-Paul. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans votre émission réservée à la rétrospective 2018 des faits qui ont fait l'actualité et qui ont été abordés par notre rédaction au cours de cette année 2019. Nous passons dans le volet société pour parler de cette lutte contre la corruption qui s'est déroulée en Afrique. Regardons.
L'année 2019 aura certainement été marquée par la vague d'opérations anticorruption menées dans plusieurs pays africains. Parmi les affaires les plus retentissantes, nous avons sélectionné d'abord le procès pour corruption de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Il est poursuivi par la justice de son pays dans une affaire d'armement impliquant le groupe français Thales. Le 11 octobre dernier, un tribunal sud-africain a rejeté la demande d'abandonner les poursuites contre lui avant l'ouverture de son procès quelques jours plus tard à Pietermaritzburg. Jacob Zuma est soupçonné d'avoir touché 4 millions de rands, soit 245 000 € au cours actuel de pots de vin. Cela à la faveur d'un contrat d'armement de plus de 4 milliards d'euros conclu en 2019. Au Zimbabwe voisin, autre pays frappé par une grave crise économique, la commission anticorruption a arrêté le 15 décembre l'épouse de Constantino Chiwenga, le vice-président. Marie Mubewa, 38 ans, est poursuivie pour fraude et blanchiment d'argent à hauteur d'1 million de dollars américains. La commission anticorruption l'accuse d'avoir transféré en 2018 et 2019 de l'argent de ses comptes du Zimbabwe vers l'Afrique du Sud. Cela a-t-elle ajouté en violation du contrôle d'échange. L'épouse de l'ancien chef d'état-major est du reste désormais poursuivie pour tentative d'assassinat. Ces opérations anticorruption ont ceci de commun qu'elles n'épargnent pas les hautes personnalités. Mais doit-on y voir, comme certains le pensent, des opérations de règlement de compte? Pour la première fois en Angola, des membres de la famille d'un ex-président, en l'occurrence les enfants de José Eduardo dos Santos, ont maille à partir avec la justice. José Filomeno dos Santos avait été arrêté puis remis en liberté provisoire pour fraude, blanchiment d'argent et trafic d'influence. Sa sœur Isabelle dos Santos, ancienne super-patronne, est elle aussi dans le viseur de la justice. Et au Gabon, c'est l'opération anticorruption appelée Scorpion qui est d'actualité. Elle a donné lieu aux arrestations début décembre de 19 personnes. L'arrestation des ex-ministres Brice Lacru-Chalianga, Noël Mbumba, Emmanuel Norbert Tony Ondamba et Roger Onomba avait été abondamment relayée. Selon le procureur de la République de Libreville, André-Patrick Ropona, ces personnalités ont été placées en détention préventive à la prison centrale de Libreville sous les chefs de malversation financière, concussion, détournement d'argent public en bande organisée, faux et usage de faux. L'opinion s'interroge sur l'issue de cette opération anticorruption que les avocats des prévenus considèrent comme une affaire politique. Nous parlons de la corruption en Afrique et pour en parler, nous avons Aziz Adewale Nchandi sur le plateau, responsable du desk Société au sein de la rédaction de la Belle Radio et Télévision. Bonsoir. Bonsoir Marie-Paul. Du Gabon au Zimbabwe en passant par l'Afrique du Sud, le problème il est le même, on parle de lutte contre la corruption. La corruption est un frein au développement. La corruption fait en sorte que les pays africains ne s'en sortent pas. Les problèmes de gouvernance sont récurrents, ils sont les mêmes avec certaines particularités en fonction que l'on change de pays, mais la corruption reste cette gangrène qui empêche le développement en Afrique. Peut-on parler de chasse à l'homme ou de réelle lutte contre la corruption dans ces différents pays? Selon le côté où l'on se trouve, on y voit soit une opération de règlement de compte, soit une opération de salubrité publique, mais la question qu'on se pose est de savoir pourquoi certaines opérations ne sont pas ne vont pas jusqu'à leur terme. On a des exemples dans pas mal de pays d'opérations lancées qui finalement n'aboutissent pas, soit avec des procès qui ne donnent pas satisfaction à l'opinion, soit qui se terminent par des détentions préventives indéfinies et des arrangements qui finissent par permettre à ceux qui sont emprisonnés de recouvrer la liberté. Toujours avec vous, Aziz Adewale Nchandi, d'une lutte à une autre, nous parlerons cette fois-ci de la lutte contre le terrorisme au sein du G5 Sahel. Regardons. En Afrique, l'extrémisme violent a pris des proportions inquiétantes depuis quelques années. Le problème est plus grave en Afrique de l'Ouest. Et ce, malgré les dispositions et les mesures préventives prises par les différents gouvernements
pour venir à bout du phénomène. Cette année 2019, les attaques terroristes ont endeuillé nombre de ménages sur le continent et ont causé des milliers et des milliers de déplacés. Le 10 décembre dernier, l'armée nigérienne a enregistré ce qui est considéré comme l'attaque la plus meurtrière de son histoire depuis le début des violences islamistes dans le pays, en 2015. Le ministère de la Défense avait annoncé la mort de 71 militaires suite à une attaque perpétrée par des centaines de terroristes lourdement armés à Inates, près de la frontière avec le Mali. Le même camp avait été attaqué au mois de juillet. Il y avait eu une vingtaine de morts. Le Burkina Faso n'est pas exempt de ce fléau. Depuis quelques années, le pays est en proie à plusieurs attaques terroristes. Entre enlèvements, assassinats et attaques, les Burkinabés vivent avec la peur au ventre. Une situation qui inquiète les responsables gouvernementaux, estimant qu'à cette allure, le pays pourrait connaître une crise civile. Soulignons qu'après l'attaque d'Inates, une réunion d'urgence du G5 Sahel a regroupé à Niamey, la capitale du Niger, les pays du G5 Sahel pour réfléchir à des réponses fortes. D'ailleurs, lors de la réunion de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies tenue en Colombie le 16 septembre 2019, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a déclaré « Depuis janvier 2016, mon pays fait face à des attaques terroristes d'une grande ampleur. Conséquence, les organisations internationales tirent la sonnette d'alarme. Le pays est menacé par une crise humanitaire en raison des milliers de déplacés internes. Des écoles et des centres de santé ont été fermés et des symboles de l'État détruits, sans oublier des pertes humaines. 49 soldats maliens sont morts le vendredi 1er novembre lors d'une attaque perpétrée au camp militaire d'Endeliman situé au nord du pays. Ainsi, des questions se posent. Quelle stratégie adopter pour compléter celle déjà présente pour éradiquer le terrorisme? À quand la mobilisation des moyens financiers pour atteindre cet objectif? Azizadeh Oualétchondi, on parle de lutte contre le terrorisme. Au cours de cette année 2019, plusieurs personnes ont perdu la vie dû à ces attaques. Les défis à relever sont de plus en plus importants, surtout dans les pays du G5 Sahel. On a vu qu'il y a eu une réunion d'urgence suite à l'attaque d'Inates au Niger, une attaque qui a coûté la vie à 71 personnes, tous des militaires, attaqués par des terroristes qui les ont surpris. Et qui sont, semble-t-il, de plus en plus déterminés. Donc les réponses à leur apporter doivent être également des réponses plus fortes. On parle de lutte contre le terrorisme depuis belle lurette. Le président français Emmanuel Macron se réunira avec les présidents des pays membres du G5 Sahel. Est-ce que cela débouchera à de réels résultats ? Alors, les résultats, pour les obtenir, exigent des pays africains également plus de rigueur et de sérieux. C'est vrai que la lutte contre le terrorisme est une guerre qui est menée contre un adversaire, est une guerre asymétrique, menée contre un adversaire qui a plusieurs têtes. Il faut pouvoir disposer de gros moyens, mais également avoir des forces armées nationales bien formés et opérationnels. En même temps, il faut renforcer des partenariats avec les armées occidentales qui, elles aussi, sont concernées par le terrorisme qui touche le Sahel, parce que le terrorisme n'épargne personne. Merci à Azizadeh Oualétchondi pour ces précisions. Nous quittons la société pour parler, cette fois-ci, éducation avec Nathalie Okeïla. Bonsoir. Bonsoir Marie-Paul. Cette année 2019 a été, on ne va pas dire une année chaotique pour certains pays africains en matière d'éducation. Beaucoup d'avancées en matière d'éducation, mais beaucoup de régressions aussi. On voit dans l'élément et puis on revient tout juste après pour plus de précision. Démarrons cette rétrospective dans le secteur éducation par cette grande nouvelle qui a rehaussé l'image du continent africain. Dès le démarrage de l'année 2018-2019, le continent s'est vu décerner le prix du meilleur enseignant de l'année. The winner of the Global Teacher Prize for 2019 is Peter Tabachi.
Le prix a été remporté par le professeur kényan et frère franciscain Peter Mokaya Tabishi pour son travail au sein de son établissement secondaire de Kerido dans le comté de Nakuru au nord-ouest du Kenya. Peter a remporté ce prix devant 10 000 candidats en provenance de 179 pays. Le prix de la Fondation Varkey récompense chaque année les efforts fournis par des enseignants et les élèves à travers le monde. Cette distinction lui a permis aussi d'être reçu par le président Donald Trump des États-Unis, qui l'a félicité pour les résultats positifs auprès des enfants de son lycée. Cela ne signifie peut-être pas grand-chose pour moi, mais pour mes élèves et les gens avec qui je travaille, je suis sûr que cela va transformer leur vie en fonction des défis qui se posent à eux et à la société en général. L'éducation est importante et tout le monde doit y avoir accès. Autre bonne nouvelle sur le continent, l'arrivée au pouvoir du président de la République de la RDC, Antoine Félix Tshisekedi, et des grandes réformes dans le secteur éducation sur l'ensemble du territoire national. Lors de son discours d'investiture au mois de janvier 2019, il a annoncé la gratuité de l'école dans le secteur primaire dans toute la RDC, les écoles du secteur public, bien entendu. La nouvelle a été applaudie par des millions de parents d'élèves au Congo, une mesure qui a été appliquée sur le terrain quelques semaines après. Toute l'administration congolaise a su se mobiliser pour rendre cette mesure effective sur le terrain pour le bien-être des élèves, mais également des personnels administratifs. La conséquence de cette mesure a été l'engouement des parents qui se sont rendus massivement dans les écoles du premier degré pour inscrire leur progéniture. Le Premier ministre, Sylvestre Ilunga, a convoqué une réunion d'urgence pour la mobilisation des moyens financiers pour la faisabilité de cette mesure sur le terrain. Toujours en rapport avec cette grande actualité en République démocratique du Congo, près de 100 000 enseignants jusqu'à ce jour n'étaient pas payés par l'État. Dès le mois de janvier 2020, ces derniers vont percevoir leur salaire. L'instruction a été donnée par le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi au gouvernement, à travers son directeur de cabinet, pour que tous les enseignants sans salaire soient payés dès le mois de janvier et les nouvelles unités dès le mois d'avril 2020. Avec vous, Nathalie Okela, on parle éducation. Tableau d'honneur pour le Kenyan Peter Tabishi qui a été élu meilleur enseignant de l'année en 2019. Et puis on parle des frais de scolarité gratuits en République démocratique du Congo. Oui, Marie-Paul, ce sont là les grandes lignes de l'actualité éducation sur le continent. D'abord, le Kenya, qui a fait honneur au continent africain en remportant ce prix-là. Il faut dire que ce dernier est dévoué totalement à la cause des enfants. Il donne les 3/4 de son salaire pour la scolarité de ces enfants-là au Kenya, dans son lycée situé dans le nord du pays. Et c'est un enseignant qui a été comme ça plébiscité parmi 10 000 candidatures venues de 179 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. C'est une nouvelle qui rehausse un peu l'image du continent en 2019. On parle aussi de la gratuité des frais de scolarité en République démocratique du Congo. Ces frais de gratuité ont-ils été effectifs ? Oui, Marie-Paul, c'était là lors du discours d'investiture du président Antoine Félix Tshisekedi. C'était au mois de janvier 2019. Il avait donc annoncé la gratuité de l'école dans le secteur primaire, donc le premier degré, dans tout le pays. Tout de suite, la mesure n'a pas été appliquée sur le terrain parce qu'il fallait mobiliser, il fallait trouver des fonds pour que cette mesure soit effective. Alors, les autorités de cette époque, lorsqu'il a prêté serment, notamment le Premier ministre Sylvestre Ilunga, en collaboration avec son ministre de tutelle, le ministre du budget, ont dû trouver une rallonge dans le budget puisque le budget avait déjà été mis en place et cette mesure-là tombait et le président voulait absolument que tous les enfants aient accès à l'éducation. Et voilà comment une rallonge a été trouvée pour que ces enfants-là puissent bénéficier de la gratuité de l'école dans le premier degré en RDC. Toujours avec vous, Nathalie, nous abordons toujours ce volet éducation pour parler du Gabon, où on peut dire que les réformes sont bien passées.
Oui, après la mise en place de la task force sur l'éducation par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, il faut dire que ces réformes se poursuivent à travers le pays, à travers les différents services du ministère de l'Éducation. Et là, on a eu la mesure concernant les bourses. Les autorités ont décidé de revoir l'attribution, les conditions d'attribution des bourses. Et au Gabon, aujourd'hui, les enfants, pour bénéficier de la bourse, devraient être âgés d'au moins 19 ans lorsqu'ils obtiennent leur baccalauréat. Et c'est une mesure qui a fait couler encre et salive. Les enfants ont boudé, ils ont marché. Et finalement, les autorités sont revenues sur cette réforme-là en parlant de réorientation des enfants de 3e vers les filières techniques et professionnelles, parce que le Gabon aujourd'hui a beaucoup plus besoin de techniciens, mais également des enfants bien formés, et qu'aujourd'hui les séries littéraires ne sont plus à même de répondre aux besoins du pays en termes de main-d'œuvre qualifiée. Avec vous également, nous abordons le volet environnemental pour dire que les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir sur la planète Terre, mais toujours en parlant du Gabon, le Gabon qui fait bonne figure toujours en matière d'environnement sur le continent. Regardons dans cet élément. L'Alliance solaire internationale est un regroupement de 121 pays d'Afrique et d'Asie nés en 2015 lors de la COP21. Il s'agit de la première organisation internationale à siéger en Inde. Elle regroupe les pays d'Afrique et d'Asie situés entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, qui totalisent environ 75% de la population mondiale. Ces pays bénéficient d'une exposition solaire optimale. Pourquoi jusqu'à présent ne représente-t-il que 23% de la production énergétique? Tout cela a été débattu lors de la COP21 en Inde. Un autre sommet qui a eu lieu en 2019 afin de définir les différents enjeux liés à la problématique de l'énergie solaire en Afrique et en Inde. Au sortir donc de ces assises, d'autres rencontres ont eu lieu, comme celle qui s'est tenue aux États-Unis, qui a eu comme révolution forte la Norvège, qui s'est engagée à récompenser pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre le Gabon. La Norvège s'est engagée à récompenser les efforts du Gabon dans la réduction des émissions à effet de serre. C'était au mois de juin à New York, aux États-Unis. Les forêts d'Amazonie, d'Afrique équatoriale ou encore d'Indonésie sont de grands réservoirs de carbone. Les arbres et la végétation absorbent et en stockent des quantités massives. La communauté internationale est focalisée sur les zones très déforestées comme l'Amazonie, mais quid des bons élèves qui n'ont que peu déforesté comme le cas du Gabon. La Norvège a donc signé avec le Gabon un contrat stipulant que la Norvège payera désormais 10 millions de dollars pour chaque tonne de carbone non émise par rapport à la moyenne récente des émissions du pays entre 2005 et 2014, avec un montant maximal de 150 millions de dollars sur 10 ans. Ce montant permettra donc au Gabon de maximiser ses efforts dans la préservation de son écosystème. Nous parlons des questions environnementales avec vous, Nathalie Okeela. Le monde, sinon l'Afrique, de plus en plus impacté par les effets du changement climatique. Effectivement, Marie-Paul, l'Afrique aujourd'hui subit les effets des changements climatiques. On l'a vu avec plusieurs impacts comme le cyclone Idai au Zimbabwe, au Malawi et puis dans d'autres pays en Afrique australe. Bon, dans cette rétrospective concernant l'environnement, il y a le Gabon qui fait bonne figure avec notamment des primes, on va les appeler ainsi, parce que le Gabon, lors des différents sommets, notamment la COP25, et puis ce sommet qui s'est déroulé en Inde, c'était en octobre 2019, le Gabon a été récompensé et reconnu pour sa lutte face au changement climatique et face à la conservation de ces forêts. Le Gabon s'est vu donc
bénéficier d'un prix spécial par la Norvège qui va désormais soutenir les efforts du Gabon en matière de préservation et de conservation de ces forêts. Et c'est un processus qui a été mis en place depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République à travers la mise en place des 13 parcs nationaux. Et c'est l'aboutissement ou encore les conséquences de la mise en place de toutes ces réformes-là qui font qu'aujourd'hui, ce processus est en marche. Et les autorités, notamment la tutelle du ministère de l'Environnement, essayent tant bien que mal de mettre en forme toutes ces mesures qui sont prises par le sommet de l'État. Le sommet de l'État, oui, on parle du Gabon, bien sûr, mais l'Afrique, c'est 54 pays du continent africain qui sont impactés par le changement climatique. Au sortir de la COP25, aucune résolution nette n'a été prise par les principaux pollueurs. Effectivement, les grands pays pollueurs, on parle des États-Unis, on parle de la Chine, et d'ailleurs, ces grands pollueurs qui étaient absents de ce grand sommet sur la COP25 en matière d'environnement. Et les pays africains qui paient aujourd'hui le lourd tribut de ces dérèglements climatiques ont exigé de ces grands pollueurs qui payent désormais une taxe pour pouvoir aider ces pays-là à mettre en place des politiques, mais également des projets en vue de la protection et de la préservation de l'environnement. Mais au sortir de ce sommet, comme vous l'avez dit, Marie-Paul, nous sommes sortis de là insatisfaits, notamment les pays africains, parce que aucune mesure forte n'a été prise. On a même vu la menace de Donald Trump, le président des États-Unis, qui dit vouloir quitter la COP. La COP parce que pour lui... les accords signés par la France, les accords signés par la France qui n'ont jusque-là pas été respectés. Il n'y a rien de concret. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, les changements climatiques, c'est certains pays qui payent le lourd tribut, mais les gros pollueurs en amont refusent de se soumettre. Merci beaucoup Nathalie Okela d'avoir été sur ce plateau pour aborder, on le rappelle, des questions d'éducation mais également d'environnement. Avec nous également sur ce plateau, Emmanuel Tougou, bonsoir. Bonsoir Marie-Paul. Avec Emmanuel Tougou, nous aborderons des questions liées à la santé. Pour parler santé, nous allons du côté de l'Est de la République démocratique du Congo qui est impacté par le virus Ebola. Regardons. Le 1er août 2018, le gouvernement de la RDC déclarait l'apparition du virus Ebola dans la province du Nord Kivu, située dans l'est de ce pays d'Afrique centrale. Au cours de l'année écoulée, plus de 2600 cas ont été confirmés en RDC, dont plus de 1800 décès dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Près d'un cas sur 3 est un enfant. Plus de 770 personnes ont survécu au virus. Le 17 juillet 2019, l'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré que l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo constituait une urgence de santé publique de portée internationale. La flambée de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, qui est due principalement aux attaques armées, a occasionné beaucoup de dégâts. En effet, depuis le début de cette 10e épidémie, le cumul des cas est de 3,343, dont 3,225 confirmés et 118 probables. Au total, il y a eu 2,210 décès, soit 2092 confirmés et 118 probables et 10 088 personnes guéries. Pour faire face à l'épidémie dans l'est de la RDC, les Nations Unies et leurs partenaires continuent d'intensifier leur réponse en appui au gouvernement congolais et de renforcer leur action commune. L'ONU s'est mis au travail afin de créer un environnement propice à une riposte sanitaire publique soutenue par l'OMS. Cette riposte multidimensionnelle comprend notamment la mise en place d'une sécurité, d'une logistique, d'un engagement politique et communautaire et de mesures appropriées pour répondre aux préoccupations des communautés touchées. Même que le jeudi 14 novembre, les autorités congolaises ont eu recours à un deuxième vaccin contre l'épidémie d'Ebola à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué l'ONG Médecins sans frontières. Annoncé en septembre dernier, ce vaccin produit par Janssen Pharmaceutical, filiale du groupe Johnson & Johnson, a ciblé 50 000 personnes sur une période de 4 mois, a indiqué Médecins sans frontières en charge de la mise en place de son utilisation dans 2 centres de Goma, et plus de 250 000 personnes ont déjà reçu la dose d'un premier vaccin depuis le début de l'épidémie dans la région en août 2018. Ce 19 décembre, l'administration américaine de la santé a approuvé le vaccin contre Ebola produit par Merck
Hervé Beau, qui a servi à l'Organisation mondiale de la santé de vaccin expérimental entre 2014 et 2016 dans la lutte contre les foyers de l'épidémie dans des pays d'Afrique de l'Ouest. Hervé Beau est le premier vaccin autorisé par la Food and Drug Administration contre la fièvre hémorragique Ebola dont un important foyer s'est déclaré en 2018 dans l'État de la République démocratique du Congo. La Commission européenne avait déjà autorisé en novembre la mise sur le marché du vaccin du laboratoire pharmaceutique américain. Le vaccin administré par l'injection d'une seule dose doit permettre d'éviter la transmission du virus chez les patients âgés de 18 ans et plus, a indiqué la FDA dans un communiqué. Merck s'est réjoui de la décision de la FDA, la décrivant comme une étape majeure dans la lutte contre le virus mortel. Au total, 2,210 personnes sont mortes de l'épidémie Ebola depuis la déclaration de l'épidémie le 1er août 2018. À la date du mercredi 10 décembre, l'OMS fait état de 3,340 cas d'Ebola signalés, dont 3,222 cas confirmés et 118 cas probables. Pour rappel, Ebola se transmet de la mère à l'enfant, du mari à l'épouse, du patient au soignant et du cadavre d'une victime à un parent en deuil. La maladie bouleverse les aspects les plus banals de la vie quotidienne. Elle nuit aux entreprises locales, empêche les enfants d'aller à l'école et entrave des services de santé vitaux. Emmanuel Tougon, on le rappelle, vous êtes en charge du desk santé au sein de la rédaction de Label Radio et Télévision. On l'a vu dans l'élément, l'Est de la République démocratique du Congo est touché par le virus Ebola. Qui sont ces personnes les plus touchées par ce virus ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes les plus touchées par le virus Ebola concernent les enfants. Il a été dit que les enfants étaient les personnes les plus touchées par le virus Ebola. D'accord. À quoi est due la persistance du virus Ebola en République démocratique du Congo ? La persistance du virus Ebola en République démocratique du Congo est due aux violences. Pourquoi nous parlons des violences ? Parce que les violences constituent un frein à l'éradication de la maladie du virus Ebola. À cela, il faut ajouter qu'au fur et à mesure que les personnes fuient, au fur et à mesure que les personnes fuient les violences, la maladie se propage. Est-ce qu'en même temps, on peut dire que les autorités de la République démocratique du Congo, en matière, comme on parle de santé, en matière de santé, ont pris des mesures adéquates pour tenter de faire face à ce phénomène ? Oui, les autorités ont pris des mesures adéquates. Nous avons par exemple des vaccins qui se font au fil du temps. Vous avez par exemple constaté dans l'élément, il y a un nouveau vaccin qui a été mis en place le 19 décembre afin de pouvoir éradiquer la maladie. Merci Emmanuel Tougon. Avec vous, nous avons abordé des questions liées au virus Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. Sinon, dans l'Est de la République démocratique du Congo, place à présent à de nouvelles rubriques. On parlera sport avec Parfait Junior Boukinda, mais également culture. On parlera de la restitution des œuvres d'art. C'est tout de suite après. Alors nous sommes arrivés à la dernière partie de cette émission rétrospective et pour la suite, nous avons sur ce plateau Marie-Paul Redombina qui est chef du desk culture à Label Radio et Télévision. Marie-Paul, bonsoir. Bonsoir Adi. Parfait Junior Boukinda qui gère les sports. Bonsoir Parfait. Bonsoir. Et nous allons commencer bien entendu par la culture et la restitution des œuvres d'art qui est à la mode sur le continent africain. Un an après, parler de restitution pour certains reste et demeure une utopie. Au vu des faits, aucune restitution majeure n'a été faite. Le sabre d'El Hadj Oumar Seydou Tall est le tout premier bien culturel africain restitué par la France depuis la remise du rapport de Bénédicte Savoy et de Felwine Sarr au président français Emmanuel Macron il y a un an. Pour Felwine Sarr, écrivain sénégalais et co-auteur de ce document, la restitution du sabre El Hadj Oumar Tall est un premier pas vers le processus de restitution. À travers cette manifestation, la France ouvre ainsi la voie à
à tous ceux qui détiennent le patrimoine africain. Le mouvement de restitution de patrimoine vise non seulement à redonner accès aux Africains à leurs œuvres, mais aussi à fonder une nouvelle ère dans les relations entre l'Afrique et la France, à écrire une nouvelle page d'histoire partagée et pacifiée. Que l'on se souvienne, le discours du 28 novembre 2017 du président Emmanuel Macron à Ouagadougou annonçait la mise en œuvre dans un délai de 5 ans de restitution temporaire ou définitive du patrimoine africain en Afrique. Ensuite, le rapport remis le 23 novembre 2018 au président de la République française par l'universitaire Felwine Sarr et l'historienne Bénédicte Savoy stipulait que les guerres ont entraîné des spoliations d'objets et de trésors du continent des pays vaincus des anciennes colonies. On, quant à elle, était particulièrement active au cours de ces conquêtes coloniales. 1 an est passé et aucune procédure concrète n'a été faite. Ce premier pas de la France, l'on espère, sera de bon augure, même si les obstacles demeurent. Mieux encore, pour tenter de résoudre le problème, une pétition a été lancée à l'endroit du président français Emmanuel Macron et de certains présidents africains. Une autre approche que celle présentée par Felwine Sarr et Bénédicte Savoy et autres défenseurs de la restitution. Au regard des contraintes du Code du patrimoine français, la pétition recommande qu'on les laisse dans les musées occidentaux, ces œuvres d'art pillées, et qu'on impose une taxe culturelle africaine à ces musées sur les billets d'entrée des musées à reverser au trésor public des pays africains d'origine. En plus, un droit de suite des peuples à l'occasion des reventes de pièces d'art africaines par des commissaires-priseurs londoniens, parisiens et new-yorkais qui arrivent à vendre ces objets à des prix exorbitants. Des œuvres qui s'évaluent à plusieurs millions d'euros et de dollars. Ces fonds serviront à aider les musées africains actuels à se doter d'œuvres d'art africains contemporains, mais aussi à soutenir les projets numériques, notamment ceux de start-up et particulièrement dans les industries créatives et culturelles. Marie-Paul Redombina, est-ce que ces œuvres d'art qui sont restituées aux Africains sont des pièces d'origine? Parce qu'on a vu les commentaires au Sénégal avec le sabre de la Joma. Pour beaucoup, eh bien, c'est un faux sabre. Bon, en parlant de pièces d'origine, il faudrait déjà que ces œuvres soient restituées, tout d'abord. Et en parlant de celui de El Hadj Oumar Tall, reste encore à vérifier si c'est un vrai ou un faux. Mais au vu des faits, l'on parle de restitution depuis belle lurette et ça n'étonnerait personne qu'une pièce falsifiée soit remise à la famille. Alors surtout que ces pièces dans les musées font gagner beaucoup d'argent à travers le monde et notamment dans les pays occidentaux. Finalement, quelle est la meilleure approche pour les États africains? C'est de récupérer tous ces objets d'art et peut-être les voir se détruire parce que très peu de personnes vont dans les musées, ou bien c'est l'autre approche qui consiste à les laisser dans ces musées et puis percevoir de l'argent pour peut-être financer l'entretien du patrimoine culturel. C'est selon les deux approches sont à voir, mais moi je pense déjà qu'il faudrait déjà que ces œuvres puissent être restituées. On parle d'1 an, 1 an. C'est la date à laquelle le rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy a été remis au président français qui en 2017 à Ouagadougou a parlé de restitution d'ici à 5 ans. On se pose encore les questions quand on sait qu'on a des musées comme celui de Tervuren ou encore celui du Quai Branly qui génère assez de fonds, pour ne pas dire beaucoup de fonds en matière culturelle, des musées qui sont 100% avec des œuvres africaines. Donc, pourquoi ces musées sont là, pourquoi ces œuvres culturelles sont là? Parce que ces œuvres d'art ont été pillées. Ça, nous sommes tous d'accord avec ce fait-là. Mais le problème qui se pose encore, c'est qu'après 1 an, l'on parle toujours de restitution. À part le sabre de El Hadj Oumar Tall qui a été remis, encore que ce sabre, il est contesté pour certains, la famille qui relève que ce n'est pas un vrai. La question reste encore posée. Pourquoi on met tant de temps à restituer aux Africains ce qui est à eux? Point d'interrogation. Le ministre de la Culture
de la République française était tout récemment au Bénin pour voir comment le Bénin, il faut le préciser, qui est un pays qui lutte pour, à travers son président Patrice Talon, pour que les biens culturels africains soient restitués à l'Afrique. Là encore, lors de la visite du ministre de la Culture de la République française à Cotonou, on parle encore de 26 œuvres d'art qui doivent être restituées. On parle encore de savoir comment ces œuvres vont être restituées, mettre plusieurs dispositifs, c'est-à-dire des musées. Mais est-ce que c'est aux colons, est-ce que c'est à la France ou encore à la Belgique de nous dicter la conduite à tenir? La question encore reste posée. Et c'est une question qu'il va falloir davantage mûrir pour permettre aux États africains de se prendre en charge. Une autre actualité forte en culture, cette année, la disparition de DJ Arafat, célèbre DJ ivoirien qui est dans la musique qui est très appréciée en Afrique, qui est mort dans des conditions tragiques par accident à Abidjan il y a 4 mois. 4 mois exactement. En tout cas, merci à vous, merci d'avoir voté et merci de soutenir tous les artistes de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Le 12 août 2019, la Côte d'Ivoire, sinon la sphère musicale africaine et mondiale en général, s'est réveillée bouleversée par le décès brutal de celui qui était considéré comme une légende vivante. L'artiste DJ Arafat, le roi du coupé-décalé, s'en est allé sans dire au revoir des suites d'un accident de moto. Ange Didier Houan, jusqu'au bout, a suscité l'attention. Une cérémonie d'hommage lui a été rendue dans le plus grand stade du pays. On parle du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les 35 000 places de l'enceinte sportive n'ont pas suffi à contenir l'influence dont jouissait l'artiste auprès de la jeunesse ivoirienne. De nombreuses stars du monde artistique, on peut citer les Congolais Kofi Olomide, Fally Ipupa ou les Nigérians Davido et Jim Martins ont participé à l'événement. L'État ivoirien a lui décidé de prendre en charge le coût des funérailles. Alors que la cérémonie d'hommage le 31 août s'était déroulée sans problème toute la nuit, des fans ont gâché la fête au matin en ouvrant la tombe et le cercueil du chanteur peu après son inhumation. Auparavant, des échauffourées avaient éclaté aux abords du cimetière entre la police et des fans mécontents d'avoir été tenus à l'écart de l'enterrement qui s'était déroulé dans la plus grande intimité. DJ Arafat est un monument de la musique ivoirienne. Il donnait des concerts dans toute l'Afrique. Il a dominé pendant 15 ans le mouvement musical du coupé-décalé jusqu'à en devenir l'un des plus grands ambassadeurs en Afrique. En témoignent les nombreuses récompenses musicales internationales qu'il arborait fièrement. Arafat, c'était des succès comme Pangor, Jessie Mijeka, de Sabado, qui sont tout autant des concepts de danse que le commandant Zabra a créé. DJ Arafat a révolutionné le coupé-décalé en mélangeant son et rythme. Il s'est inspiré de musiques traditionnelles africaines, mais aussi de l'afrobeat nigérian, du rap et du funk brésilien. Il était aussi un danseur exceptionnel et a associé sa musique Alors DJ Arafat, un phénomène. Quels enseignements tirer? Il y a eu autour de sa disparition beaucoup d'émotions et après de la passion exprimée par les Chinois, une passion démesurée. Beaucoup trop d'émotions, je dirais, par rapport, comme vous l'avez dit, Aziz, par la passion démesurée de ses fans qu'il appelait communément les Chinois. Il faut le dire, DJ Arafat, il a maintenu la sphère du coupé-décalé pendant 15 ans.
il a été prompt, il a toujours été là, répondu présent à ses fans. C'était un féru de moto. Et on l'a vu dans l'élément, le 12 août, il s'en est allé sur une moto. Comme un signe du destin. En tout cas, DJ Arafat a marqué son passage sur Terre, il a marqué son temps. On témoigne la vague d'émotions occasionnée par sa disparition tragique. C'est un artiste qui continue de vendre malgré cette disparition. Oui, 4 mois plus tard, c'était là, moi je dis, c'est là sa force, bien qu'il ne soit plus de ce monde. Vivant, il faisait parler de lui. Mort, il le fait toujours. On l'a vu, on le dit, une légende ne meurt jamais. 4 mois plus tard, on l'a vu, Mewe a rendu hommage à Arafat lors de sa cérémonie où il célébrait ses 30 ans. Ses 30 années de carrière musicale. On l'a vu, DJ Mix également, un de ses frères, amis, qui a célébré sur les plateaux au Palais de la Culture. Il a également rendu hommage à DJ Arafat et dire qu'un artiste ne meurt jamais, même étant mort, il continue, sinon il continuera de faire parler de lui parce qu'Arafat, ça reste et demeure une légende. Et les légendes continuent de vivre, de survivre, sinon de rester parmi les vivants, même quand ils ne sont plus là. Et vous le soulignez tantôt, DJ Arafat, roi du coupé-décalé, roi incontesté du coupé-décalé, décédé trop tôt en 2019. Merci Marie-Paul Redombina. Et nous poursuivons avec vous, Parfait Junior Boukinda. Et cette actualité des sports en 2019 est incontestablement le sacre des Box d'Afrique du Sud en rugby. Effectivement. Alors les Box qui ont fait un parcours remarquable au Japon. Année de gloire pour les Springboks d'Afrique du Sud qui ont pris part à la 9e édition du mondial de rugby Japon 2019. Annoncés comme l'un des favoris pour cette édition du mondial, les Boks vont difficilement rentrer en matière en concédant une défaite face à la Nouvelle-Zélande. Progressivement, les coéquipiers de Sidia Kolisi vont monter en puissance. D'abord une victoire face à la Namibie 57-3 dans un match totalement maîtrisé, puis une autre victoire contre l'Italie 49-3. Les poulains de Johan Erasmus vont augmenter la vitesse de croisière en dominant le Canada lors de la 4e journée 66-7. Grâce à l'annulation du match entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie, le sort va définitivement être scellé pour les Springboks qui vont obtenir leur qualification pour les quarts de finale avec 15 points au total. En quart de finale du mondial, les Boks vont tomber sur le Japon, pays hôte de la compétition. Sans véritable surprise, l'Afrique du Sud met fin au rêve du Japon. Les Springboks vont croiser le pays de Galles en demi-finale et vont gagner sous le score de 19-16 en retrouvant pour la 2e fois de l'histoire de cette compétition l'Angleterre en finale. En finale du mondial de rugby, la surprenante et séduisante équipe d'Angleterre n'aura pas pu faire le poids face à la détermination de la formation sud-africaine. Les Boks remportent leur 3e titre de champion du monde après ceux de 1995 et 2007. Bien plus qu'un trophée, cette distinction a sonné comme un symbole de réunification dans un pays qui avait quelques mois auparavant été touché par une vague de violences xénophobes. Une tournée au sein du pays pour présenter le sacre a d'ailleurs été initiée pour une communion avec le peuple dans plusieurs villes du pays. 12 ans après le dernier sacre de 2007, l'Afrique du Sud est de nouveau championne du monde de rugby. Les joueurs de l'équipe sud-africaine sont aujourd'hui considérés à juste titre comme des véritables héros dans leur pays. Les Springboks n'ont pas fini d'écrire leur histoire, reste à maintenir cette flamme qui a ravivé les cœurs des Africains en général et les filles et fils de la nation arc-en-ciel en particulier. Parfait Junior Boukinda, l'équipe d'Afrique du Sud s'est imposée, mais dans un contexte particulier parce que quelques semaines avant, quelques semaines avant, il y a eu les violences xénophobes. Effectivement, c'est là d'ailleurs, on va dire le croisement qui existe entre la compétition jouée par les Springboks
et le contexte politique même du pays, parce qu'il faut le dire, en Afrique du Sud, il y avait à ce net moment des violences xénophobes. C'était assez difficile de ce côté. Et la particularité justement du sport, c'est que le sport fédère, le sport rassemble. Et là encore, à travers le sport, on a pu comprendre et réaliser en fait que l'Afrique du Sud était capable de briller d'une autre manière, c'est-à-dire en faisant preuve de beaucoup de positivité. Et c'est ce qui a d'ailleurs justement touché les Africains que nous sommes, parce qu'on est resté longtemps, pendant plusieurs semaines, resté focus sur la question des violences xénophobes. Et donc ce sacre des Springboks du côté du Japon a permis à ce que l'on arrive à passer à autre chose, parce que le sport justement rassemble, parce que le sport fédère et parce que le sport a cette particularité-là de réunir toutes les personnes indépendamment en fait de leurs appartenances religieuses, politiques ou de leur clivage. Voilà. Et une équipe menée pour la première fois par un capitaine noir, Siya Kolisi, qui incarne finalement l'espoir des Noirs et des Métis d'Afrique du Sud. C'est effectivement ce symbole-là que l'équipe a justement voulu mettre en valeur, parce qu'il faut le dire, déjà que c'est un fait historique. Pour la première fois, un capitaine noir est enregistré dans cette formation. Pour la première fois, un joueur de couleur noire arrive à montrer en fait qu'on peut revenir, on va dire quoi, d'une classe, on peut en fait être originaire d'une classe défavorisée, parce qu'il faut quand même le dire, la particularité de Siya Kolisi, c'est que c'était un individu en fait qui provient d'une couche sociale assez défavorisée. On peut appartenir à ce milieu-là et justement donner l'exemple aujourd'hui que l'on est capable, à travers les moyens, de se propulser pour quitter d'une catégorie sociale inférieure pour une catégorie sociale supérieure. Et là donc, non seulement il sert d'exemple pour l'Afrique du Sud, mais c'est également pour l'Afrique et pour le monde, parce qu'il montre bel et bien aux générations qu'on est capable, quelle que soit en fait notre condition sociale, d'accéder à un haut niveau de la société. Alors, et pour la suite, Siya Kolisi, c'est sûr, inspire énormément de jeunes à travers le monde, au-delà de l'Afrique. Il y a aussi eu en athlétisme un athlète kényan qui a brillé, Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge qui a été désigné meilleur athlète de l'année par l'instance qui dirige l'athlétisme à travers le monde. Est-ce que cette récompense est méritée ? Plusieurs athlètes africains ont pu se distinguer lors de l'année 2019 dans les grands rendez-vous d'athlétisme. Auteur du record du monde du marathon de Vienne, certes non homologué, Eliud Kipchoge s'est vu récompensé de son année géniale avec le trophée d'athlète 2019. Une distinction qui avait été décernée lors des World Athletics Awards. Déjà lauréat en 2018, le Kenya a de nouveau été récompensé après sa victoire au marathon de Londres en 2 heures, 2 minutes, 37 secondes et l'énorme challenge en Autriche. D'autres athlètes africains étaient également à l'honneur à Monaco lors des World Athletics Awards 2019. Âgé de 19 ans, l'Éthiopien Selemon Barega, médaillé d'argent sur 5000 mètres aux mondiaux de Doha au Qatar, avait été désigné athlète prometteur de l'année. L'Éthiopienne Derartu Tulu, championne olympique du 10 000 mètres et 200 mètres en 2012 et en 2000, a raflé la distinction de femme de l'année pour sa contribution au développement de l'athlétisme. Le Bissau-Guinéen Brahma Sunkar Dabo a vu son année couronnée par un trophée Fair Play. Un résultat qui est la conséquence de son soutien apporté à Jonathan Busby d'Aruba, qui a terminé sa course du 5000 mètres à Doha au Qatar, tandis que ce dernier tombait de fatigue. Colm O'Connell, parrain de la course à pied au Kenya, a quant à lui reçu le trophée de meilleure carrière. Nous posions la question avant le lancement de ce sujet. Eliud Kipchoge a-t-il mérité cette distinction ? Je reste convaincu qu'il a mérité cette distinction dans la mesure où c'est le fruit de travail. Vous savez, lorsqu'on évolue dans le domaine de l'athlétisme, il n'y a que le travail qui paye. Et je crois en fait que ce professionnel, parce qu'il faut le dire, il est habitué de ce genre de grand rendez-vous. Ce professionnel démontre une fois de plus qu'avec l'effort, la détermination, le courage, bien évidemment, s'il faut parler d'encadrement, c'est-à-dire cette disposition que l'on met autour de l'athlète pour évoluer, on peut gravir des échelons, et là c'est une belle leçon qu'il démontre, même s'il faut le rappeler, lors du dernier marathon qui a justement valu à ce dernier la palme d'or dans le monde.
le record n'a malheureusement pas été homologué pour les mauvaises conditions liées justement à l'organisation de ce rendez-vous sportif. Et c'est ce paradoxe, le record non homologué, et pourtant ils ont voté pour lui. C'est justement ce paradoxe, et ça confirme justement la suspicion qu'il y avait autour de la façon dont les choses avaient été ça a été parce que flou, il y avait un flou, il y avait en fait plusieurs interrogations qui planaient autour de cette homologation ou non. Et donc, accorder ce prix à ce dernier, je crois quand même que c'est une façon de se rattraper, sinon de rectifier le tir, parce qu'il le mérite, il faut le dire. Il a brillé de fort belle manière durant toute l'année, il fallait qu'on récompense ce dernier. Alors, lors de cette soirée, il y a eu d'autres athlètes africains qui ont été récompensés. Des athlètes qui sont pour la plupart venus d'Afrique de l'Est, c'est logique. C'est logique. Ce côté de l'Afrique, surtout en termes d'athlétisme, dans le marathon, vraiment, ils sont très forts. Et c'est la preuve justement que dans ces pays, il y a une politique efficiente en matière de développement de l'athlétisme. Et je crois en fait que les dirigeants africains, sinon les autres parties de l'Afrique, doivent impérativement essayer de jeter un coup d'œil pour pourquoi pas engranger davantage de médailles, davantage de distinctions dans cette discipline qui, visiblement, va réussir aux Africains. Alors 2019 a été aussi l'année du football avec le sacre en Égypte de l'équipe d'Algérie qui avait remporté la finale face au Sénégal. Depuis son sacre de mars 1990, l'Algérie a vu l'Égypte, le Cameroun ou le Nigeria gonfler leur palmarès continental, assister au couronnement de son voisin tunisien en 2004 et à celui, plus surprenant, de la Zambie en 2012. Presque 3 décennies durant lesquelles le pays accaparé par sa guerre contre le terrorisme avait fini par accepter l'idée que la Coupe du Monde se refusait à lui. Après 1990, les Fennecs ont livré 4 quarts de finale, une 4e place obtenue en Angola en 2010 et surtout 2 qualifications pour la Coupe du Monde en 2010 et en 2014. 29 ans après, l'Algérie est de nouveau sur le toit de l'Afrique. Face au Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les Verts sont allés chercher le 2e trophée continental de leur histoire. Dans une confrontation tactique, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont remporté la rencontre sur un coup du sort. En effet, c'est dans la foulée du coup d'envoi, précisément à la première minute, que le défenseur central des Lions de la Teranga, Sané, a contré une frappe de Bounadja. Le ballon, après s'être élevé dans le ciel, retombe contre toute attente dans les buts d'Ingomise, totalement médusé, 1-0. Les Fennecs mènent au score. Dans la foulée de l'ouverture du score, les Algériens vont fermer la boutique. Hormis ce but, ils ne vont plus tirer une seule fois en direction du but adverse au cours de la première période, se contentant ainsi de repousser les timides assauts des Lions, très mal entrés dans leur finale. Au retour des vestiaires, le Sénégal va pousser pour forcer le résultat au fil des minutes en faisant reculer les Algériens. Autour de l'heure de jeu, notamment à la 59e minute, une main dans la surface est sifflée contre l'Algérie. L'arbitre indique le point de pénalty. Mais après la consultation de l'assistance vidéo, il s'est finalement déjugé, estimant que la main d'Adnen Guediora était collée à son corps au moment du contact. Le score ne changera pas jusqu'à la fin de la rencontre. Grâce à son sélectionneur, l'Algérie peut enfin soulever le 2e trophée continental de son histoire, 29 ans après, une génération déjà dorée. Pour le Sénégal, le plafond de verre est plus épais que jamais, après avoir été vaincu en finale de l'édition 2012 avec le capitaine Aliou Cissé. C'est avec le même homme, désormais sélectionneur, qu'ils ont dû avaler la frustration de cet échec. Les Fennecs de l'Algérie sont donc champions en titre de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie et le Sénégal, finalistes de cette CAN 2019 qui a tourné à l'avantage de l'Algérie. Finalement, comment vous voyez le niveau du football africain en 2019 ? Écoutez, le niveau du football africain est très élevé, il faut quand même se le dire. Quand on essaye de regarder, on va dire quoi, les effectifs de différentes formations, on peut le dire, on rivalise de talent avec l'Europe, avec le monde de façon générale. Et je crois en fait que si on accentue en fait des politiques de formation,
mais également de tournois qui mettent en avant cette conciliation entre les joueurs qui jouent du côté de l'Europe et ceux qui sont sur le continent. On peut enregistrer des résultats conséquents à l'avenir. Écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette rétrospective de l'actualité sur Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, une rétrospective qui a touché toutes les rubriques et vous avez vu défiler tous les journalistes en charge des différentes rubriques. Merci donc aux équipes rédactionnelles et techniques qui nous ont aidés à vous présenter cette émission et nous vous adressons nos vœux de bonheur pour l'année 2020. On va donner l'occasion à vous qui passez en dernier de faire des vœux. Oui, vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette année. On se donne rendez-vous pour 2020, toujours plein d'actualités. Écoutez, très bonne fête de fin d'année chez vous et merci de rester fidèle à Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale.